donne le top. C'est parti. Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Axel Kahn et l'émission. L'interview, enfin la rencontre sera en direct sur Orin TV sur YouTube. Voilà, un peu de pub pour et enregistré. Donc pour les retardataires, ça sera possible de la revoir. Donc Axel Kahn, s'il faut encore vous présenter, vous êtes médecin, généticien, vous avez été président de l'Université Descartes. On vous connaît aussi pour être un marcheur aguerri. On a eu le plaisir de vous recevoir l'année dernière pour Entre-deux-Mers, Voyage au bout de soi. Aujourd'hui, on vous reçoit pour Être humain pleinement. Est-ce que le livre est l'aboutissement de vos années de marche, justement? Oui, en effet. Lorsque je me suis mis en route, pas très loin d'ici, des Ardennes, le 8 mai 2013, j'avais indiqué auparavant que le livre que je voulais tirer de cette première marche, il n'était pas question qu'il y en ait une deuxième à l'époque, de cette marche, devait s'appeler « Pensées en chemin ». Et j'avais indiqué par avance que ce ne serait pas un carnet de voyage, mais que ce serait la mise à profit des centaines d'heures de pensée solitaire du marcheur qui l'est également, pour faire le point d'une question que je poursuis, que j'étudie et approfondis depuis maintenant 46 ans, qui est « Être humain, qu'est-ce que c'est ?» J'y ai consacré une grande partie de mon œuvre écrite, et je voulais faire le point en me disant, voilà, même si je vais très bien et que j'espère que ça va continuer, j'ai plus vécu que je ne vivrai, et dans le temps qu'il me reste à vivre, je n'aurai plus grand-chose à rajouter. Et je voulais faire vraiment le point. Et puis, lors de cette première traversée du nord-est au sud-ouest, j'ai eu tant de choses à raconter et à voir que Pensées en chemin a été un carnet de voyage. Et lors de la deuxième diagonale de la Pointe du Rhin à Menton, le deuxième livre, Entre-deux-Mers, a aussi été un carnet de voyage. Il n'empêche que ces pensées sur ce travail intellectuel que je mène depuis 46 ans, je les ai eues et elles s'expriment à travers Être humain pleinement. Par ailleurs, simplement un rappel, la raison pour laquelle cette question de ce que signifiait qu'être humain, en quoi le mammifère humain l'est-il et en quoi les mammifères qui ne sont pas humains ne le sont-ils pas, la raison pour laquelle cela m'obsède n'est pas directement liée au fait que je suis biologiste et que ce serait de toute façon de nature à m'intéresser, mais c'est lié au fait que, en se donnant la mort, j'ai déjà raconté, mon papa en 1970 m'a enjoint, ce sont les derniers mots qu'il ait pensé et écrit de sa vie, puisque après il se donnait la mort, m'a enjoint d'être raisonnable et humain. Vous pensez bien que la question de ce qu'avait voulu me signifier par là Jean Kahn n'a cessé de m'habiter. Et évidemment, depuis ce moment-là, j'ai réfléchi aux différents aspects et toute ma vie peut se résumer à travers les efforts pour répondre à cette question. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis très connu, ou assez connu, très connu, je manque d'humilité. Je suis assez connu pour mes interventions dans le domaine éthique et de fait, depuis 1980, je n'ai cessé d'être membre et le plus souvent président d'instances éthiques ou de régulation en biotechnologie au niveau international, européen et français. Ça continue. Je suis le président du comité d'éthique de l'INRA, Ifremer-Sirad, le président du comité éthique et cancer, que je quitte là pour venir vous voir, le président d'une importante association, fondation dans le domaine du handicap, etc., etc. Et pour moi, l'éthique, c'est justement une déclinaison particulière de mon questionnement. En quoi les nouvelles techniques, les nouveaux savoirs confèrent-ils à l'homme un pouvoir qui pourrait l'amener à attenter à ce qu'il y a d'humain en nous et qui mérite d'être protégé? Quand j'ai travaillé sur un livre d'économie, c'est que depuis très longtemps, j'ai dit l'humanité ne peut pas se conjuguer au singulier, elle est forcément plurielle, on y reviendra naturellement, c'est un des objets de ce bouquin. Et donc tout ce qui comporte des échanges fait société et la société fait l'humanité. Or, parmi les échanges, il y a le langage, évidemment, il y a les symboles, mais il y a également l'échange des biens. Et donc j'ai consacré un livre à l'évolution de la pensée sur l'échange des biens, mais évidemment, la science étudiant l'échange des biens, ça s'appelle l'économie. Donc j'ai fait un livre d'économie, etc., etc. On peut vraiment tracer toute cette
cette œuvre, toute cette réflexion comme une tentative de répondre à cette question. Alors, vous voyez, vieille réflexion, je voulais mettre à profit la marche pour faire un point final. En quelque sorte, je vais vous dire, il y a 46 ans, enfin quand j'ai rendu le bouquin il y a 45 ans, mon papa m'a dit « Sois raisonnable et humain ». Et 45 ans après avoir beaucoup peiné, beaucoup transpiré, mon père était professeur de philosophie, d'humanité. Je lui ai dit « Écoutez, professeur Jean Kahn, mon papa, tu m'as donné un devoir en quelque sorte il y a 45 ans de cela, sois raisonnable et humain. Je ne sais pas du tout ce que tu as voulu me signifier par là, mais j'ai essayé de déterminer ce que c'était pour moi qu'être humain. Et ma copie, mon devoir final, maintenant je te le rends, c'est celui-là. » Pourquoi avoir fait le choix de dédier ce livre aux femmes et pas à l'humain? C'est que j'ai une particulière tendresse et admiration pour la manière féminine d'être humain. Voilà. Je ne l'ai jamais masqué, et c'est la raison pour laquelle aussi, il fallait dans mon livre qu'il y ait 2 jumeaux, mais en réalité, ce furent 2 jumelles. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup plus. Aussi parce que dans ma vie de directeur d'un grand laboratoire, avant de diriger une université de 40 000 étudiants, j'ai dirigé un institut de 700 personnes. Et j'ai toujours eu une très grande admiration pour les chefs d'équipe femmes, les autres aussi. Mais les chefs d'équipe femmes avaient un côté qui était de nature à susciter mon admiration. Elles n'étaient pas meilleures que les autres ou moins bonnes. Il y en avait qui étaient meilleures, il y en avait qui étaient moins bonnes, mais il y avait une différence. C'est que l'homme chef d'équipe était totalement dans l'engagement de sa recherche, de la compétition, de ses élèves. La femme aussi, mais un coup de téléphone pour savoir comment allaient les gamins, un coup de téléphone pour souhaiter bon anniversaire à la belle-mère, un coup de téléphone pour régler un problème pratique. C'est-à-dire cette capacité de faire tout très bien, mais de faire tout, effectivement, a suscité mon admiration. Donc, à la science, aux femmes et aux femmes de science. Alors, vous vous basez sur une fiction pour le livre. Quel est le point de départ de ces jumelles, justement? Alors, je vais d'abord vous raconter un peu cette fiction. Ça tombe bien parce que le climat est à peu près similaire. Et après, je vous dirai pourquoi. Donc, il fait le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire une chaleur absolument épouvantable, mais nous ne sommes pas là à Mulhouse. On est au bord d'un très grand fleuve, le fleuve Kumaï, à côté du principal parc national de la province du Kalimantan Sud, au sud de Bornéo. Là, il y a le docteur Ahmad, qui a 40 ans, et qui a pris sur le tard, il était tellement occupé à son dévouement à ses malades, une jeune femme, Purvanti, qui a 20 ans. Et Purvanti attend des jumeaux. Il a bien vu que c'était des jumeaux, il est médecin. Le docteur Ahmad n'a pas trop confiance dans les cliniques d'accouchement des environs, si bien qu'il a décidé d'accoucher lui-même sa femme. En réalité, il a demandé à une sage-femme très expérimentée de venir, et heureusement parce qu'il est tellement ému qu'il eût été incapable de faire quoi que ce soit. Il participe à l'accouchement totalement avec sa femme, il tremble d'émotion, il connaît les douleurs de l'enfantement, enfin, ça arrive comme cela. Et en fait, après cette journée totalement torride et moite, il y a un peu plus de fraîcheur dans la nuit, heureusement. Il est à peu près 20h, 21h quand Dewi arrive au monde, une très belle petite brunette aux cheveux déjà drus, et 10 minutes après, sa sœur Eka. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, c'est évidemment des copies conformes, ce sont des vraies jumelles, il n'y a aucun problème. Comme toutes les filles de là-bas, elles ont la peau mate, elles ont les yeux en amande, un cheveu, je vous ai dit, déjà noir forcément, mais déjà abondant, et une particularité, on sent que leurs yeux auront une couleur pas ordinaire, et elles auront des yeux vert émeraude. Dans cette peau mate, elles seront extraordinairement belles. Tout le monde est follement amoureux de ces petites poupées. Malheureusement, 6 mois après,
à l'occasion des essais sur l'installation d'une climatisation. En pleine nuit, tout le monde dort, toutes les baies vitrées sont ouvertes pour laisser un peu de fraîcheur, la clim ne marche pas encore. Un incendie terrible, un court-circuit sans doute, un incendie terrible se déclare. Et comme toutes les baies ouvertes sont largement exposées à tout vent, qu'il y a un petit filet d'air frais qui emporte la fumée, pendant très longtemps, les dormeurs ne sont pas alertés. C'est Purvanti qui se réveille la première et l'incendie est déjà, hélas, extrêmement développé, extrêmement intense. Affolée, elle se lève, elle se précipite dans la chambrette à côté de leur chambre au premier étage du bâtiment pour prendre ses fillettes, mais elle ne peut atteindre cette chambrette parce qu'une poutre enflammée se détache du plafond, la percute au niveau de l'épaule, elle s'affaisse, elle met un genou à terre, sa chemise de nuit prend feu. Cette fois-ci, Ahmad est réveillé, il se précipite, il entoure son épouse d'une couverture et il l'amène à l'abri sur le devant du bâtiment. Et sans rien attendre, bien évidemment, il se reprécipite dans la fournaise pour aller chercher ses filles, mais il ne peut pas les prendre toutes les deux, parce qu'il y a des débris qui tombent de partout à ce moment-là, et donc il prend d'abord Dewi, il la sauve, il remonte, et là, le feu est infernal. Avant même qu'il soit au premier étage, l'escalier totalement miné par l'incendie s'effondre, ses vêtements prennent feu, ses cheveux prennent feu, il est brûlé au niveau des poumons, mais il n'écoute que son amour et son désespoir de voir en danger sa fille Eka. Il rentre dans la chambrette, heureusement Eka est près de la fenêtre et donc elle n'est pas intoxiquée par les fumées. Il prend Eka et pour éviter qu'elle ne soit brûlée par les flammes qui le dévorent, il l'enveloppe dans plusieurs couvertures, il défonce les grillages moustiquaires à l'aide du berceau qu'il jette dedans et avec sa fille dans les bras, il se précipite à l'arrière de la maison dans le jardinet, il fait une 50aine de mètres et il s'effondre et il mourra. Le lendemain matin, la maison n'est plus qu'une ruine fumante. Les survivants, les domestiques Purvanti, Dewi, font le tour de la maison, pas le bébé, et trouvent le corps sans vie d'Ahmad, aucune trace d'Eka. Et l'on pense qu'elle a brûlé corps et biens, qu'il n'en reste rien. Purvanti fait son deuil douloureux. Le soir le jour de la naissance, Ahmad avait demandé à un jeune médecin de ses confrères qu'il aime beaucoup de s'occuper de ses malades. C'est lui que Purvanti va épouser 4 ans après, une famille recomposée. Ils auront 3 autres enfants ensemble pour lesquels Dewi sera la petite maman, la grande sœur, extrêmement attentionnée. Et c'est une famille, malgré le malheur, unie, recomposée. Dewi a des capacités remarquables, si bien que, voyant la manière dont elle travaille au lycée, les parents, la nouvelle famille, décident d'aller à Jakarta pour avoir de meilleurs établissements. Là, la fille est vraiment très brillante, elle va à l'université. Et à l'université, elle commence à faire une observation scientifique intéressante. Vous savez sans doute que les salamandres, les bêtes de ce genre-là, quand on leur coupe un membre, le membre repousse. Et avant que le membre ne repousse, il y a un bourgeon, qui est le début de cette repousse, qu'on appelle un bourgeon de régénération. En extrayant des substances de ce bourgeon de régénération, Dewi observe que ça permet de stimuler la régénération des neurones d'une souris qui est censée ne pas régénérer au niveau de ses neurones. C'est assez remarquable, et donc quand elle demande à faire un doctorat aux Pays-Bas, à Amsterdam, à l'université d'Amsterdam, on accepte naturellement parce que c'est vraiment des très beaux résultats, et les liens entre l'Indonésie et les Pays-Bas expliquent qu'elle aille à Amsterdam. Sa thèse, son travail de thèse est tout à fait extraordinaire. Elle montre que son extrait est actif également pour stimuler la régénération de neurones humains, de pièces chirurgicales, neurochirurgicales qu'on lui donne. Ensuite, elle fait un travail pour caractériser la molécule active de cet extrait et elle arrive à l'isoler. Elle publie cela dans les meilleures revues du monde, Science et d'autres. Elle a une thèse, évidemment, avec les meilleures félicitations. Elle n'a aucune difficulté pour avoir un postdoc. Et elle va à Princeton, aux États-Unis, dans le New Jersey. Un endroit très, très prestigieux. Et là, sa carrière absolument glorieuse continue.
Elle arrive avec une collaboration en utilisant une équipe de chimistes d'une grande firme pharmaceutique à modifier sa molécule active pour la rendre 100 fois plus active. Elle montre qu'il y a vraiment des potentiels thérapeutiques pour soigner toutes les maladies neurodégénératives, les accidents neurologiques avec tétraplégie, paraplégie, les séquelles d'accidents vasculaires cérébraux. Et tout le monde sait que Dewey est une des femmes les plus brillantes de sa génération. On pense qu'elle pourrait avoir le prix Nobel. Après son postdoc, elle accepte un poste stable, pas très loin d'ici, à l'EPFL, c'est-à-dire l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Excellente école où les neurosciences sont très développées. Et là, effectivement, à 43 ans, on lui téléphone, elle a le prix Nobel. C'est vraiment une star de la science. À Stockholm, recevant son prix Nobel, elle le dédie en partie à sa sœur qu'elle n'a pas connue, qui est morte dans l'incendie. Mais en réalité, Eka n'est pas morte dans l'incendie. Le soir de l'incendie, elle était là, accoinée dans ses couvertures, à côté de la dépouille de son papa mort, lorsqu'une maman orang-outan, totalement désemparée, est passée par là. Désemparée par l'incendie, naturellement, mais aussi parce que son propre fils, à cette maman orang-outan, avait été mangé par un léopard de Bornéo la veille. Elle était là, les mamelles gonflées de lait, elle entend l'enfant, elles sont saisies, et l'emporte avec elle dans les grands nids où logent les compagnies d'orang-outans dans le parc national tout proche. Et c'est là que vit la fille pendant 10 ans. Jusqu'à ce qu'à l'occasion d'une campagne, hélas, de déforestation pour planter l'abominable palmier à huile qui détruit tout dans ces régions, les ouvriers forestiers se retrouvent devant une grande fille nue, les cheveux noirs, elle a 10 ans à peu près, elle ne parle pas évidemment. Les orang-outans, mieux dotés qu'elle pour sauter de branche en branche, ont pu s'enfuir. Ils s'en saisissent, ils l'amènent à la capitale provinciale. Elle a un retard mental important, ils la confient à une institution pour enfants retardés mentaux. Son destin est vraiment tragique. Quand elle a 13-14 ans, à la puberté, elle est violée, elle a un bébé qu'on lui prend. Cela hâte sans doute la décompensation d'une maladie psychiatrique faite d'anorexie avec cachexie, de crise de violence extrême, et elle meurt misérablement avant 18 ans. Dewey et Eka ont 100% de leurs gènes identiques. C'est un clone. Elles ont biologiquement exactement les mêmes propriétés. L'une sera la femme la plus brillante de sa génération, ou l'une des femmes les plus brillantes de sa génération, une star incontestée de la science, prix Nobel, seule. Sa sœur sera une jeune fille avec une arriération mentale, son âge mental ne dépassera jamais 3-4 ans, et son destin sera misérable. Voilà quel est le motif qui me permet de poser la question que je traite ensuite sous la forme de l'essai, mais essai que parcourent tout au long de l'essai les héroïnes, surtout celles qui survivent, évidemment, surtout Dewey. Eka disparaît, donc il n'est pas opportun qu'elle soit là tout le temps. La première question qui est posée, c'est comment Dewey a-t-elle pu développer un psychisme humain, c'est-à-dire posséder les outils cognitifs qui lui permettront plus tard de tracer ce sillon si remarquable, et pourquoi Eka n'a-t-elle pas pu disposer de ces outils? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Deuxième question, à partir du moment où Dewey a ces outils cognitifs, ça ne dépend pas d'elle, ça dépend des circonstances de son enfance, comment les utilise-t-elle pour oser vouloir tracer le sillon d'une vie aussi brillante? Et tout au long du livre, où je traite alors de tout, de l'école, de l'adolescence, de la sexualité, de l'amitié, de l'amour, du corps sous ses différents aspects, de la beauté, de la religion, de la laïcité, du métier, de l'engagement, du bonheur, du rapport aux animaux, tout ce que vous voulez, tout ce qui me semble important pour faire une vie. En réalité, ce n'est pas moi qui suis sur le devant de la scène. Chaque fois que possible, c'est Dewey qui témoigne. Et donc, Dewey ne tire pas sa référence, ne se met pas
sur le côté de la scène, alors que se déploie l'essai. Elle est également au centre de l'essai. Il n'y est que dans certains domaines, lorsque je parle de sentiments, lorsque je décris l'orgasme masculin, c'est moi qui parle, plus que des oui. En revanche, quand je suis amené à décrire l'orgasme féminin, je ne laisse pas parler des oui parce qu'elle est d'une pudeur extrême, je ne connais rien de sa vie sentimentale. Je pense qu'elle doit avoir une vie sentimentale, elle est très équilibrée, elle est si belle, mais contrairement à l'ère du temps, elle ne dit rien de cette question-là. Mais évidemment, je laisse parler des femmes, bien entendu. De la même manière, quand je parle de cette question, peut-on être humain pleinement jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout de la vie, elle est jeune, m'a dit oui encore. Donc elle ne peut pas parler. Et c'est moi plutôt qui témoigne. Et je ne vous dirai rien de l'épilogue, parce que l'épilogue est étonnant. L'épilogue, j'espère, étonnera le lecteur. L'épilogue a ému l'écrivain et j'espère qu'il pourra émouvoir également le lecteur. Justement, on voit bien la différence entre Eka et Dewi. Eka, on sent tout de suite, on pense qu'elle ne va pas manquer d'amour, mais ce qui lui manque fondamentalement, c'est le lien social, c'est une relation humaine. Alors, vous avez tout à fait raison de faire allusion à ce que Eka ne manque pas d'amour. Pour quelle raison j'ai choisi Bornéo, le Kalimantan? C'est que j'ai choisi d'abord des orang-outans. Je voulais, pour traiter mon sujet, faire ce point final, partir de deux êtres identiques d'un point de vue biologique, ayant exactement les mêmes propriétés. Deux jumeaux, et je vous ai dit pourquoi ce sont deux jumelles in fine. Mais il y a deux éléments qui, dans l'enfance, interviennent. C'est, d'une part, l'échange du logos, du langage, des concepts humains, et d'autre part, l'échange affectif. Il y a, plus tard, dans la vie des êtres, des stigmates, des séquelles d'un traumatisme affectif dans l'enfance et des séquelles, évidemment, d'une insuffisance d'échange cognitif, d'échange intellectuel typiquement humain. Je ne voulais pas qu'il y ait un mélange et je voulais que mon Eka soit aimé bien. Or, j'ai deux copines à Paris qui s'appellent Teresa et Nénette. Nénette a 65 ans, Teresa en a 45. Ce sont les deux femelles orang-outans du Jardin des Plantes. Je vais les voir à chaque fois que je passe par là. Et je me rappelle très bien quand Teresa a eu son fils avait 4 ans, et les marques d'affection mutuelle, d'attention entre ce fils déjà grand et sa maman, c'était bouleversant, totalement étonnant. Et c'est bien connu. Et j'étais absolument assuré que Eka ne manquerait pas d'affection, en tout cas. Et donc que la seule carence serait une carence. La meilleure maman orang-outan du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas donner du concept humain. Elle ne peut pas conceptualiser. Elle ne peut pas offrir du langage humain. Et le défaut irréversible d'Eka est lié à cela. Donc, ce qui manque réellement, plus que la socialisation, parce que, après tout, Eka est dans une société. Le groupe d'orang-outans est composé d'une vingtaine d'orang-outans. Et elle a une vie sociale, elle aura un petit frère de lait orang-outan de sa maman, de sa nourrice, de sa maman nutritive, nourricière, et elle jouera avec lui, etc. Non, ce qui manque vraiment, c'est un échange humanisant à l'aide du langage humain, des concepts humains, de la correction humaine des défauts de raisonnement. Ce que, évidemment, seul un échange au sein d'une communauté humaine peut apporter. C'est cela et cela seul qui explique la totalité des symptômes d'Eka. Vous évoquez donc de nombreux sujets, donc l'amour, la politique aussi un peu. La politique, pas trop quand même. Oui. Ce coup-ci. Ce coup-ci. Oui. Si vous aviez dû choisir, vous, une étape de votre vie qui a fait de vous un humain pleinement. Je vous ai dit, pour moi, je ne sais pas si ça fait de moi un humain pleinement, mais l'élément le plus fondamental, ça a été cette injonction paternelle.
Voilà, on en a déjà parlé. Sans cela, je serais incapable de choisir parmi les éléments dont je parle dans ce livre, ceux qui ont été essentiels pour mon édification. Sans l'émotion que je ressens à l'épreuve de la beauté, voire même parfois du sublime, je n'aurais pas été ce que je suis. Sans parfois la conjonction du sentiment amoureux avec cette impression de la beauté, je n'aurais pas été ce que je suis. Sans cette espèce de vertige qui vous prend quand vous avez des enfants et que vous vous dites, bon, je les aime parce qu'après tout, ils sont là, si j'étais pas là, ils seraient pas là, j'en suis responsable. Mais également, ils me passionnent. Mais également, c'est un peu une page blanche. Et je vais être en partie responsable, pas totalement, de ce qu'il y aura décrit sur cette page. Et ce que sera le texte de ces enfants, lorsque la page sera écrite, cela me passionnera. Si je n'avais pas connu cela, je ne serais pas celui que je suis. Si je n'avais pas connu l'exaltation de la recherche scientifique, de l'engagement, je ne serais pas celui que je suis, etc., etc. Donc, j'essaye effectivement dans ce livre d'aborder tous les éléments qui vont contribuer à l'édification d'une vie humaine, telle que lorsque bien tard, sur le chemin, l'on se retournera sur celui que l'on a déjà parcouru. Or, certes, on ne s'extasie pas en disant « qu'est-ce que j'ai été bien ? Qu'est-ce que mon parcours a été glorieux ?» Mais qu'au moins on puisse dire « ça aurait pu être mieux, mais c'est pas si mal que ça et en tout cas j'ai essayé. » Dans la réalité du monde actuel, comment on fait pour pouvoir rester humain pleinement, pas avoir peur? Est-ce que le monde actuel est un monde pleinement propice à l'épanouissement de toutes les potentialités humaines? Personne ne le croit. Est-ce que le monde actuel crée des situations de stress, d'inégalité, des menaces considérables, des entraves à la liberté, des entraves à l'autonomie, fait peser une contrainte idéologique? Oui, tout ça. Mais après tout, c'est le monde réel. On ne peut pas en avoir d'autres. On peut essayer d'en créer un autre. Mais c'est le monde réel dans lequel il faut pousser sa charrue pour tracer le sillon. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui, dans le domaine de l'éthique notamment, a toujours dit qu'une injonction éthique dans un monde idéal est confortable, mais inconséquente et sans aucune importance. Le vrai engagement éthique, c'est l'engagement éthique dans le monde, non pas celui que l'on aimerait qu'il fût, mais le monde tel qu'il est. Même quand il est dur, quand il est cruel, quand il faut arriver à se battre contre ce monde. Mais la question que vous me posez, c'est, puisque ce monde n'est pas idéal pour l'épanouissement humain, et quoique malgré tout on puisse s'épanouir et avoir une vie pleinement humaine, peut-on se satisfaire de ce monde? La réponse non. Puisque ce monde crée énormément d'obstacles à l'épanouissement des femmes et des hommes, on peut considérer que chacun de ces obstacles est inacceptable. Or, se résoudre à l'inacceptable n'est pas vraiment humain. Et ça, c'est la question de la révolte que vous posez à travers votre question. Peut-on être humain sans se révolter? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il n'est pas possible d'être humain sans se révolter, car sans cela, c'est ou bien considérer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais qui le croit, ou alors se résoudre à l'inacceptable, et ça n'est pas être humain pleinement. Maintenant, une fois que l'on parle de la révolte, la question se pose. Qu'est-ce que c'est que la révolte? Et ça, dans le livre, je fais un bon bout de chemin avec Albert Camus, parce que c'est l'un des thèmes qui a été abordé par Camus. Quelle révolte est légitime? Camus, et il a raison, dit si la révolte, et on ne peut pas ne pas être révolté, si la révolte aboutit pour parvenir aux fins qu'elle s'est fixées, à créer un système tellement inacceptable que l'on va se révolter contre elle, alors elle est illégitime. Non, c'est juste un peu moins fort. Ouais. Alors elle est illégitime. Pardon. En parlant justement un peu de la situation actuelle, enfin de la France en ce moment,
vous avez tweeté ce matin pour alors, finalement, le gouvernement a reculé là-dessus, mais on a failli avoir une interdiction de manifester demain. La dernière fois que ça a été fait en France, c'était en 62, donc on ne peut pas dire que la comparaison soit glorieuse pour le gouvernement actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben moi, cette affaire-là, je suis un démocrate, banalement un démocrate. C'est-à-dire qu'il faut protéger les biens, il faut protéger les personnes, mais il faut aussi protéger les éléments absolument fondamentaux de la démocratie, et le droit de protester en fait partie, surtout quand ce sont des syndicats qui protestent. Après tout, on est d'accord ou pas d'accord, mais qu'un syndicat considère qu'il a quelque chose à dire sur une réforme du droit du travail, ça n'est pas franchement illogique. Donc je ne rentre pas du tout dans le détail de la question. Je dis que, ma foi, que les syndicats aient quelque chose à dire sur une réforme du droit du travail, c'est tout de même assez normal. Et donc ce matin, j'ai titré quelque chose qui est assez neutre, à vrai dire, et je vais dire pourquoi je l'ai fait. J'ai dit que la vraie démocratie est de protéger les citoyens, notamment ceux qui défilent contre les casseurs. Ça n'est pas d'interdire les défilés syndicaux. Ça me semble une totale évidence, et j'ai dit d'autant plus que j'ai une assez grande expérience quand j'étais dans ma folle jeunesse révoltée des manifestations, et je me rappelle que les dernières manifestations syndicales interdites, c'est en 1962. En 1962, toutes les manifestations ont été interdites. Néanmoins, elles ont eu lieu. J'y ai participé. L'une d'entre elles a coûté la vie à 9 personnes. Et je garde un très mauvais souvenir, bien évidemment, des situations d'interdiction de défilés syndicaux. Une autre question à un moment donné. Vous évoquez la spiritualité et la laïcité. Les deux sont possibles ? Je dirais même plus que la meilleure forme, le meilleur système pour que s'épanouisse la spiritualité, c'est la laïcité. Dans ce livre, je fais sciemment, je traite de 3 types de personnages. Évidemment, mon héroïne, ma déesse. Vous verrez, pour ceux d'entre vous qui le liraient, que page après page, j'en tombe de plus en plus amoureux. Elle est parfaite, Dewi, elle est belle, elle est extraordinaire. Puis ses yeux, puis vous avez vu ce diamant-là qu'elle a au bras là. Donc, Dewi est une musulmane. C'est une musulmane soufie. Le soufisme est encore extrêmement actif, tolérante, mais sincèrement croyante. Voilà. Jakarta est le seul endroit du monde musulman où la grande mosquée permet aux hommes et aux femmes de prier ensemble. C'est vraiment encore une forme d'expression de la foi très privilégiée, hélas en recul devant le wahhabisme. Je fais également état de mes relations amicales depuis très longtemps, et j'y serai dans une semaine à peu près, avec les sœurs d'une communauté religieuse catholique dans la région près de Saint-Malo, au début des Côtes-d'Armor, et notamment pas la mère supérieure, mais la responsable de la communauté, qui a la particularité d'être une toute petite femme, sœur Simone, qui a 86 ans, dont la vie monastique a commencé quand elle avait 20 ans, elle a 66 ans de vie monastique. Elle est incroyablement intelligente, incroyablement intelligente. Et donc elle est assez intelligente pour savoir que si elle, fille d'une famille nombreuse, catholique bretonne, 12 enfants, si elle est rentrée dans les ordres à 20 ans, c'est certes qu'elle était catholique, mais ce n'est pas la seule raison. Il y avait un déterminisme. Et donc elle a senti le besoin de totalement redéfinir les raisons et la signification de son apostolat monastique. Et elle l'a fait avec une originalité, une liberté de pensée totalement incroyable. Et j'ai un plaisir passionné à échanger avec elle. Je crois que c'est réciproque et je me réjouis de la revoir bientôt. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. J'ai été enfant de chœur, louveteau, scout. J'ai fait ma promesse scout sur le chemin de croix grandeur nature de Lourdes. Mais à l'occasion de certains épisodes, à 15 ans, en quelques semaines, je me suis rendu compte que les actes de foi
auquel j'étais censé croire, je n'en croyais pas un mot. Et que contrairement à ce dont j'étais persuadé, eh ben, je n'avais pas la foi, il a fallu que je fasse sang. Et aujourd'hui, je dis que je suis d'un agnosticisme des reins, c'est-à-dire que l'hypothèse du bon Dieu et de la transcendance, personnellement, je ne la fais pas. Mais il ne me gêne nullement que d'autres la fassent. C'est du domaine individuel. Je ne la fais pas. Donc, il y a 3 personnages. Une musulmane soufie, sincère, extrêmement tolérante, une religieuse qui s'interroge sur la signification de sa vie monastique, un agnostique. Quel est le système où ils peuvent s'enrichir de leurs différences, où ils peuvent échanger? Ce système a un nom, il s'appelle la laïcité. Voilà. Mais j'ai baissé après. Ben, après que vous me l'avez dit. Mais je vous remercie beaucoup. On va passer aux questions dans la salle. Si quelqu'un a envie de poser une question. Ou plusieurs. D'accord. Vous vous êtes certainement intéressé au destin d'Eka aussi. Et on est amené à se poser la question si Eka, à 10 ans, avait été recueilli dans une structure plus adaptée, quel aurait été son avenir? Le retard mental eût été néanmoins irréversible et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit que Eka et Dewey avaient les mêmes propriétés. Quelle est cette propriété? Elle est d'avoir les neurones et les circuits neuronaux qui, dans l'échange au sein d'une communauté humaine, dans une famille humaine, permet le développement d'un psychisme humain, d'un langage humain, d'une aptitude à la conceptualisation humaine. Les deux ont ces propriétés, ces neurones, ces circuits. Seulement, ces systèmes sont utilisés, stimulés, et donc sélectionnés, conservés et améliorés chez Dewey. Non stimulés chez Eka, ils disparaissent. Les cellules périssent. Les circuits dégénèrent irréversiblement. Et lorsqu'à 10 ans, Eka rejoint un groupe humain, la civilisation humaine, elle garde une certaine plasticité cérébrale qui lui permet d'apprendre à parler en particulier, mais rien de l'extraordinaire efficacité, de l'aptitude à apprendre, à être imbibé par une culture humaine que possèdent les petits-enfants. Donc, même dans une structure plus adaptée, le retard eût été irréversible. On le sait très bien, je ne l'invente pas. On connaît une bonne dizaine de cas d'enfants sauvages qui ont été recueillis dont l'observation a été assez précise. En fait, ça revient à se poser la question de l'inné et de l'acquis. Et quelle est la part de l'inné et de l'acquis chez les enfants? J'ai l'habitude de répondre à cette question en disant que, d'une certaine manière, on est évidemment totalement inné, mais aussi presque totalement acquis. Je m'explique. Imaginons que Dewey, dans ses conditions de vie, dans une famille humaine, ait possédé non pas un génome humain, mais un génome de chimpanzé. Elle ne serait évidemment pas devenue prix Nobel. Si elle est devenue prix Nobel, c'est qu'elle a un génome humain et qu'elle a ses propriétés. Et ça, c'est vraiment inné. Ce n'est pas du tout acquis. Maintenant, Eka a le même génome que Dewey, mais elle n'est pas dans une communauté humaine et elle est une enfant retardée mentale, alors que sa sœur jumelle est une femme d'une réalisation absolument prodigieuse. Et j'ajoute, pour qu'on comprenne mieux, que la principale des propriétés de l'être humain, qui est une propriété innée, est la capacité d'acquérir. Nous avons de manière innée une incroyable capacité d'acquérir.
Mais dans tous les domaines ou dans un domaine précis? Nous avons la capacité d'acquérir dans beaucoup de domaines, pas dans un domaine précis, dans beaucoup de domaines. On fait des tests, c'est une étude qui a été menée il y a une quinzaine d'années. On fait des tests pour regarder quelle est l'aptitude des jeunes mammifères, des jeunes primates. On prend des petits singes et puis on prend des petits hommes. Leur capacité à apprendre. Alors les animaux aussi apprennent, on le sait bien. Apprivoiser un animal, c'est de lui faire apprendre. Les grands singes, les primates hominoïdes apprennent très très bien. Mais celui qui imite le mieux, c'est la raison pour laquelle il imite ses maîtres, il est bon élève à l'école, c'est de loin le primate humain. C'est de loin Homo. Il a une extraordinaire capacité à imiter et l'apprentissage commence par l'imitation. C'est pour ça d'ailleurs que l'un des virus les plus terriblement épidémiques n'est pas un virus biologique, c'est le virus de l'idéologie. Il y a deux personnes, une derrière et il y a trois personnes. Ensuite, une dame bleue, et ensuite, je suis daltonien, mais une dame, je dirais, vert, c'est ça? Si Eka avait pu avoir des enfants, pensez-vous que les troubles dont elle a souffert dans son enfance et son adolescence auraient pu se transmettre à sa descendance? La réponse est non. Mais votre question m'amène à traiter de cette incroyable violence que l'on a fait subir à Eka. Pour que son enfant soit éduqué avec une stimulation intellectuelle, on ne l'a pas laissé à sa mère. Sa mère a une arriération mentale et on a dit c'est pas possible, si c'est Eka qui élève cet enfant, eh ben, elle sera incapable de l'éveiller à une pleine humanité psychique. Souvent, on a aujourd'hui des femmes qui ont des retards mentaux plus ou moins importants, qui sont mamans. Et plus jamais on fait ça. Aujourd'hui, ce que l'on privilégie, c'est ce que l'on appelle la maternité partagée. C'est-à-dire que le contact affectif de la mère et de l'enfant est essentiel et pour la mère et pour l'enfant. Mais ce contact n'est pas suffisant à l'enfant. Et donc, cette insuffisance est compensée par l'intervention d'une autre femme qui, elle, n'a pas de retard mental et qui compense au niveau de la stimulation intellectuelle tout le déficit de la maman qui a l'arriération mentale. Si on avait voulu ne pas maltraiter, aggraver la situation des cas, voilà ce qu'on aurait fait. Peut-être que si on avait fait cela, elle n'aurait pas connu cette décompensation psychiatrique qui, in fine, va la conduire à sa mort. Et ensuite, il y a une dame bleue devant. Il y a bien des hommes qui sont presque pleinement déshumains. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des animaux qui seraient presque pleinement humains? Des hommes qui sont des humains, ils sont totalement humains aussi. Je m'explique. Je prends souvent l'image suivante. Vous imaginez en Afrique ou à Bornéo un marigot avec des crocodiles. Je ne sais pas s'il y a des crocodiles à Bornéo, mais pourquoi il n'y en aurait pas? Ou des bêtes comme ça, des bêtes pas gentilles, quoi. Vous imaginez un crocodile qui se saisit d'une petite fille, qui l'attire dans le marigot et qui la dévore. Ce crocodile, ma foi, il exprime sa nature de crocodile. Il ne fait pas le mal. Il est crocodilesque, on ne va pas dire qu'il a une attitude inhumaine. En revanche, vous pouvez imaginer que cette petite fille échappe au crocodile, mais tombe sur 2 ou 3 hommes excités, avinés, pleins d'un désir pervers, qui vont commencer à attirer la petite fille, jouer avec elle, et puis commencer à lui faire subir des violences, éventuellement la violenter, et puis lire dans ses yeux une terreur incroyable,
renforcer leur pouvoir, le plaisir qu'ils prennent à leur pouvoir, de la terreur qu'ils lisent dans les yeux et qui vont s'acharner sur la petite fille jusqu'à ce qu'elle meure. Ce sont des pervers d'une totale inhumanité. Mais seuls des humains peuvent faire cela. Il n'y a pas plus humain que l'inhumanité, hélas. Eka a eu un parcours et une vie misérable du fait du drame de l'incendie. Mais moi, la question qui m'intéresse, c'est si ce drame de l'incendie n'avait pas eu lieu, est-ce qu'Eka, d'après vous, aurait eu nécessairement le même parcours et les mêmes potentialités que sa sœur? Parce que c'est ça, moi, la question qui m'intéresse. Merci. Eh bien, je vais vous répondre, madame. Les mêmes potentialités, oui. Le même parcours, non. Alors, les mêmes potentialités, autant qu'on puisse le dire, oui. Parce que ces mêmes gènes veulent dire le même type de construction neurologique, la même richesse de circuits, la même plasticité cérébrale. En revanche, sans doute, si on se réfère, j'ai beaucoup travaillé sur les jumeaux, c'est fascinant. Si l'on se réfère aux vrais jumeaux, ces jumeaux ont une petite difficulté pour s'individualiser, s'individuer, devenir des individus. En effet, en général, dans une fratrie, la sœur, le frère, c'est un autre. On fait tout à fait la différence entre l'image de soi dans la glace et puis son frère ou sa sœur. Ici, sa sœur ou son frère est à peu près l'équivalent de l'image de soi dans la glace. Et donc, il y a une difficulté singulière à faire la différence entre soi et l'autre. Et les jumeaux, pour arriver néanmoins, et c'est indispensable, à s'individuer, prennent volontairement en charge cette différenciation. C'est-à-dire qu'assez souvent, pas toujours, il y a des pathologies des couples gemellaires, mais le plus souvent, avec des capacités, ils investissent les capacités dans des voies qui sont différentes. Donc je suis Baudor que si Dewey avait effectivement fait de la biologie, ce qui va devenir une très grande savante, alors Eka aurait choisi sans doute une autre discipline, mais dans laquelle elle aurait montré de très remarquables aptitudes. Bonsoir, M. Kahn. Je voudrais déjà rendre hommage aux mots de votre papa quand il parle de cette fameuse course après la libération, quand il court dans cette foule, avec la profondeur, l'ontologie de ces mots et la musicalité qu'ils ont, qui m'émeuvent toujours aux larmes, et dans lesquels il décrit très précisément ce que vous décrivez dans ce livre, où tout le monde est à la fois 100% égal et 100% différent dans le même temps. Et c'est profondément humain, ça. La question que je voudrais vous poser suite à votre livre, et oui, et vous posez des questions fondamentales, vous êtes chercheur, votre réponse, votre document que vous rendez, votre copie que vous rendez, qui est faite de dizaines de milliers d'heures, dont on ne mesure pas forcément toute la quantité, la puissance que ça doit avoir, vous partez de la science, de la chute des corps, des scientifiques, Galilée notamment, alors qu'en 1632, votre science, elle évacue le mot humainement, qui est au cœur de votre livre, dans la fameuse phrase qui fait naître la science moderne. Le langage de la nature est écrit en langage mathématique, géométrique, et il est impossible de le comprendre autrement. À partir de cette date, il y a une rupture totale entre 99% de la population mondiale et on privilégie les mathématiques, sujet que vous connaissez par cœur. Et donc, quelque part, les Eka, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pense, puisque depuis 1632, on est incapable de communiquer, de rendre compte au grand public de la richesse de la science, de partager. Et Galilée, après 28 ans, depuis 1604, n'y arrive pas. Et là, lâche quelque part, avoue qu'il n'y arrive pas. Alors, ce que je trouve beau dans votre livre, c'est que vous faites appel à une femme. Les 5 génies de la chute des corps sont des hommes. C'est 2500 ans d'histoire d'hommes qui ont lourdement pesé sur le monde, qui ont fait des choses magiques, magnifiques, dont on ne mesure pas forcément toute la puissance de ce langage transversal à tout. Mais le fait de faire appel à une femme,
la question que je vous pose justement, à partir de 1632, on perd l'irréversibilité, on est dans le réversible, donc on duplique à l'identique, et on perd la différenciation. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui tous les jours, des drames de l'actualité aujourd'hui. C'est la synchronisation des horloges à distance. Voilà, je vais peut-être vous répondre, oui. si vous voulez bien, pour laisser à d'autres personnes. Galilée, en effet, qui était tout à fait croyant, Galilée, moi je ne suis pas croyant, mais Galilée était. Et Galilée a prononcé ces mots, a écrit ces mots que vous dites, en disant que le langage dans lequel Dieu avait écrit les lois de la nature, ces lois de la nature sont incontestablement divines, le grand livre de la nature écrit par Dieu avait été écrit en langage mathématique. Mais il n'a pas tort, il est tout de même astronome. Et il n'y a pas de doute que l'astronomie, que le mouvement des corps, que la gravitation, que tout cela s'écrit en langage mathématique. Quand on en arrive à l'humain, on ne va pas dire que les mathématiques deviennent absents, sans doute. Les mathématiques expliquent aussi beaucoup des propriétés de la matière qui compose l'homme. Cela étant dit, et c'est une grande question un peu théorique, au niveau de complexité de la vie et de la vie pensante et du monde humain, je suis persuadé, je fais partie de ceux qui sont persuadés que des propriétés nouvelles émergent de cette matière ainsi combinée qui ne peuvent absolument pas être réductibles aux propriétés des éléments constitutifs. Je veux dire que même si l'on comprend tout des bases mathématiques de la matière qui compose la vie, cette vie ainsi assemblée fait apparaître le monde de l'esprit, le monde de la pensée, et que ce monde de l'esprit, ce monde de la pensée sera toujours irréductible à une description mathématique. C'est ce que l'on appelle la question des propriétés émergentes. Cette question-là, en effet, Galilée ne se l'est pas posée, mais dans le champ où il opérait, il a raison. Si c'est bien Dieu qui a écrit le grand livre de la nature, il a écrit les lois de ce grand livre en langage mathématique. Alors, le problème des femmes et des hommes, aujourd'hui, et ça, Galilée n'a pas eu la pensée que j'ai à ce propos. Aujourd'hui, heureusement, on sait en réalité que les femmes et les hommes peuvent faire les mêmes choses. Ils sont aussi brillants l'un que l'autre, ils peuvent être aussi créateurs l'un que l'autre. Avec les artifices de la technique, c'est pas ce qu'elles font de mieux, mais enfin elles peuvent le faire. Les femmes peuvent aussi faire la guerre. Je me suis fait dévaliser il n'y a pas très longtemps par une bande de filles. Je peux vous dire qu'elles sont des truands et extrêmement violentes également. Vraiment, les hommes et les femmes peuvent faire exactement la même chose. Sauf une chose, les femmes en plus donnent la vie. Et le seul avantage qu'aient les hommes, c'est leur puissance musculaire, leur force physique. Et pendant des millénaires et des millénaires, inconsciemment, sans doute, et même encore trop souvent maintenant, inconsciemment, cette interrogation, après tout, elle peut faire tout ce que je fais, et en plus, elle donne la vie, a pu être, on va dire, surmontée. L'angoisse de ce défi a été surmontée en utilisant le seul avantage qu'aient les hommes, qui est leur force physique, c'est-à-dire la domination brutale. Voilà. Alors, Galilée, malgré son génie, est encore d'un siècle de la domination brutale. Là, vous parlez d'un siècle de la domination brutale, mais je trouve que là, nous sommes dans un siècle encore, et peut-être encore plus que le siècle dernier, de la domination brutale. Parce que si on veut bien écouter, regarder, s'intéresser par le cinéma, par le théâtre, mais l'homme,
il est brutal en ce moment. Je parlais, Dans tous les sens. je parlais de la domination brutale, on va dire universelle, et notamment en Europe, des femmes par les hommes. Je disais que heureusement, de ce point de vue-là, même s'il y a beaucoup de choses à faire encore, on trouve aujourd'hui des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui sont banquières, qui sont générales. Il y en a même une récemment qui était amirale, etc., etc. Donc il y a eu au moins dans les pays occidentaux, un progrès qu'il faut observer. Je ne faisais allusion qu'à cela. Je ne disais pas que notre monde n'était pas brutal, évidemment, non, hélas. Non, ah bon, on pourrait encore parler, mais je vais... Alors, il y avait un monsieur dont je n'ai pas connu la couleur, mais qui n'était certainement pas incolore, une dame verte, une dame bleue. Y aurait-il maintenant un rouge? Ou une dernière question. Ah ben voyez, une dame rouge. Comment peut-on expliquer que dans une même famille, un enfant ait tout le potentiel intellectuel nécessaire et pour faire des études supérieures, et le frère ou la sœur est presque un crétin? Ah ben ça c'est simple. J'ai un exemple. Oui, ça c'est simple. Ce ne sont pas des vrais jumeaux. Ce ne sont pas des vrais jumeaux, ce sont et donc des frères et des sœurs n'ont que 50% des gènes identiques. C'est la grande loterie de l'hérédité. La grande loterie de l'hérédité fait que des frères et des sœurs, aimés de la même manière, éduqués de la même manière, avec la même attention, on le sait bien, nous autres parents et grands-parents, on en fait tous l'expérience. Eh bien, on a comme ça des enfants qui vont être incroyablement brillants, d'autres qui vont être moins brillants à l'école, mais qui vont avoir un autre talent, etc. Ça, c'est ce que l'on appelle le résultat de la grande loterie de l'hérédité. Donc, il n'y a aucun mystère sur ce... Alors, cette grande loterie de l'hérédité est aggravée ensuite par des différences socio-culturelles. Mais au sein d'une même famille, l'influence de ces facteurs socio-culturels est évidemment moins importante, vous l'imaginez. Oui, c'est ce que je lui ai dit, madame, c'est ce que j'ai répondu, madame. Bonjour, j'aurais une question, on voudrait revenir à ce que vous parliez des pervers. Des pervers, dans l'exemple de la petite fille. Moi-même étant biologiste, je cherche souvent une réponse biologique à mon questionnement. Et je ne sais toujours pas, j'arrive toujours pas à savoir si il n'y a que l'acquis ou aussi l'inné qui joue et qui explique le fait qu'une personne peut devenir soit Mère Teresa, soit Adolf Hitler. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Alors ça, c'est une question qui m'a beaucoup agité et qui m'a opposé au candidat à la présidence de la République en 2007, qui était Nicolas Sarkozy. Je pourrais recommencer bientôt. Nicolas Sarkozy avait, dans Philosophie Magazine, mené un débat avec Michel Onfray sur le caractère inné ou acquis de déviances diverses. Et de manière très classique et traditionnelle, Onfray avait pris la position de la gauche traditionnelle. Seule la malfaisance et la dureté de la société est responsable de ces déviances. La nature n'y est pour rien. La société est coupable. Position de gauche classique, pas toujours, hein, mais le plus traditionnel. Alors que la position de Nicolas Sarkozy était la position de droite extrêmement classique. On comprend bien. S'il y a des déviances sociales, la société n'est pas coupable. C'est avant tout la différence entre les hommes, c'est-à-dire la nature, qui est responsable. Voilà ce qu'était. Et j'avais répondu, ils ont tort tous les deux, en réalité. Parce que dans les déviances vont intervenir à la fois la nature et à la fois la société. Cela dit, et pas parce que j'étais partisan, je crois, à ce moment-là,
le tort du candidat à la présidence de la République me semble plus grave que le tort du philosophe. En effet, un président de la République, un homme politique qui parvient à d'importantes fonctions, n'a pas la possibilité de changer la nature. La seule possibilité qu'il a, c'est de changer les causes socio-économiques des déviances. Et par conséquent, pour un responsable politique, de dire il n'y a que très peu de causes socio-économiques des déviances, le disculpe par avance des insuffisances de sa politique. Voilà. Et donc, j'ai considéré qu'ils avaient tort tous les deux, mais que l'un des torts me semblait plus condamnable, sans doute, que l'autre. Alors, prenons le cas de différentes formes. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez si vous êtes biologiste, qui est extrêmement intéressant et qui montre bien l'influence des deux. Il y a maintenant une vingtaine d'années, vous savez cela, on a trouvé dans une famille néerlandaise qu'un déficit total en activité enzymatique de la monoamine oxydase, je crois que c'est la A ou la B, mais je crois que c'est la A, la monoamine oxydase A, était hérité dans une famille en même temps que le passage à l'acte d'agresseur sexuel. Ceux qui, dans cette famille, étaient des agresseurs sexuels avaient une déficience. C'est un gène qui est porté par le chromosome X. Donc chez les hommes, il n'y a qu'un X, naturellement, et avait un gène inactif. Alors, quand on a une monoamine oxydase qui est inactive, ça veut dire que les neuromédiateurs que sont les monoamines, la sérotonine, la noradrénaline, etc., sont très élevés puisqu'ils ne sont pas détruits. Voilà. Des études ont cherché à établir une corrélation entre le passage à l'acte délictueux et l'activité de cette enzyme, le type de gène. En particulier, il y a des allèles, c'est-à-dire des formes de gènes, à haute activité de monoamine, donc monoamine oxydase, les neuromédiateurs sont bas, ou alors à très faible activité, les neuromédiateurs sont élevés. Et d'un point de vue statistique, ces études n'étaient pas probantes. Et puis alors, ils ont eu l'idée de tester un autre paramètre. Ce que l'on sait pertinemment, c'est que les adultes maltraitant des enfants en particulier ont été beaucoup plus fréquemment que normal des enfants maltraités. Un enfant maltraitant est hélas fréquemment, un enfant maltraité est hélas fréquemment un adulte maltraitant. Alors, ils ont croisé les deux paramètres. Et le résultat était, dans le premier article en tout cas, assez saisissant. Dans la population qui avait un allèle, donc une forme du gène, à activité élevée, c'est-à-dire monoamine basse, le fait d'être heureux dans son enfance ou d'avoir eu une enfance malheureuse du fait des mauvais traitements n'avait pas beaucoup d'influence. Il n'y avait pas de différence significative entre le pourcentage de ceux qui devenaient des adultes violents, des adultes maltraitants. En revanche, chez ceux qui avaient hérité d'un allèle de ce gène à faible activité, donc neuromédiateur très élevé, ceux qui avaient une enfance heureuse n'étaient pas particulièrement des adultes maltraitants. Mais ceux qui avaient en plus été maltraités dans leur enfance étaient 8 fois plus fréquemment que le reste de cette population des adultes maltraitants. Interprétation. Ce gène n'est pas le gène du crime, comme on l'a appelé, c'est un gène qui augmente l'effet psychogène, l'effet néfaste d'un point de vue psychologique du maltraitement dans l'enfance. Quand on a cette anomalie de ce gène et qu'on est en plus un enfant maltraité, alors le maltraitement a des conséquences psychologiques qui amènent très fréquemment ces adultes à être maltraitants. Donc vous voyez, les deux éléments sans doute interviennent. Et je pense que ce schéma particulier doit avoir une valeur assez générale.
J'ai juste une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, si j'ai bien compris, l'explication de cette étude, les enfants qui ne sont pas baignés dans le même environnement n'expriment pas forcément le gène. Ce gène, exprimer le gène ou pas, est tout à fait indépendant du milieu. On a hérité ou pas hérité de ce gène. Oui, mais ce gène est un gène de susceptibilité à l'effet, comme je l'ai dit, psychogénique, c'est-à-dire à l'effet délétère pour la psychologie, à l'effet délétère pour les comportements, de la maltraitance dans l'enfance. Donc, les gens, c'est comme si on disait quelqu'un est sensible à l'obésité. Voilà, quelqu'un a le gène de sensibilité à l'obésité, mais il mange toujours extrêmement frugalement, il ne sera jamais obèse. Mais s'il mange normalement ou plus que la normale, il aura une obésité absolument tragique. Là, c'est exactement pareil. Les personnes sont susceptibles aux effets d'une maltraitance dans l'enfant sur des troubles ultérieurs du comportement, type comportement violent chez l'adulte. Mais quand ils ne sont pas maltraités dans l'enfance, cette susceptibilité ne s'exprime pas. Quand ils sont maltraités dans l'enfance, alors effectivement, ils sont plus susceptibles aux conséquences néfastes de cette maltraitance. Et pensez-vous que si, par exemple, ils ne sont pas exposés à la maltraitance dans l'enfance et que plus tard, à l'âge adulte, ils subissent des violences, alors, l'étude a porté sur la maltraitance dans l'enfance, donc je ne peux pas vous répondre. Vous là. pas répondre. Je vous remercie. Une dernière toute petite question, Axel Kahn. Vous nous avez habitués à un livre à peu près par an. Est-ce que vous êtes déjà sur le prochain ou est-ce qu'il y aura une petite pause? Non, je m'arrête un peu là. Je m'arrête un peu. D'abord parce que je veux avoir un peu plus de liberté. Vous savez, depuis très longtemps, depuis maintenant 2 ou 3 ans, je dois passer peut-être au mieux 1 à 2 journées par semaine chez moi. Souvent, je reviens d'une ville le matin, je repars pour une autre ville l'après-midi. Et puis, bon, ça finit par être lassant, quoi. Parce que c'est beau d'écrire un livre, mais après, il faut arriver à le présenter. Ça fait partie du job que voulez-vous que je vous dise. Alors, j'en ai un peu ras-le-bol. Puis, il y a une autre raison aussi, c'est que je me suis lancé dans une entreprise qui en est tout à fait à son début et qui va demander du temps pour se déployer, qui a trait à mon papa. J'avais 2 idées. De toute façon, ça c'est le dernier essai que de ma vie j'ai écrit. Donc mon prochain livre, ça sera un roman. Voilà. Ce livre est intermédiaire entre un essai et un roman. C'est, on va dire, un essai qui repose sur une base fictionnelle. Le prochain livre, ça sera un roman. J'avais envisagé, vous verrez quand vous lirez l'épilogue, que l'épilogue est largement ouverte à une suite romancée. Largement ouverte. Donc j'avais hésité à faire une suite romancée à partir de l'épilogue. C'est sans doute pas ce que je vais faire, du moins pas immédiatement. Jean Kahn, mon papa, a écrit toute sa vie. Il a commencé à écrire à 14 ans jusqu'à les 54 ans. Il avait 54 ans quand il s'est donné la mort. Et j'ai réussi, à l'occasion de départ, de décès, à récupérer la presque totalité de ce qu'il a écrit. J'en connais une partie, pas tout, et je me suis plongé dans son écriture. Monsieur y faisait allusion lorsqu'il parle d'une manifestation de 1936. Il a une langue incroyablement riche et belle. Des fois, on peut lui faire des reproches, c'est-à-dire qu'à un moment donné, totalement adepte de Bruno Bettelheim, de la psychanalyse, sur le tard, il va avoir une écriture très obscure. On va dire que, hélas, Lacan n'a pas eu de bons effets sur lui. Plus jeune, sa plume est totalement incroyable. Il est poétique, il est précis. Donc je suis en train de dépouiller tout cela, non pas pour l'éditer, parce que ça n'aura pas beaucoup de diffusion, je crois, mais pour faire un roman familial dont Jean Kahn sera le héros, où je n'hésiterai pas à inventer les épisodes que je ne connais pas,
mais à partir d'une meilleure connaissance de la personnalité. L'histoire commencera, je le sais, pendant la bataille de la Somme, où André Kahn obtient une permission en 1915, dont il profite pour aller mettre en route un deuxième enfant à sa maîtresse, Margot Sismondino, mon père, qui naît en 1916 et qui se terminera le 17 avril 1970. Voilà, donc c'est sans doute le prochain livre et sans doute le titre que j'envisage de donner à ce livre, mais ça peut encore changer, ça sera « Un homme hors du temps ». Merci beaucoup.